Aujourd'hui, pour être performant, il faut être meilleur que les autres. Il faut être moins cher surtout, non? Pas seulement. Tati était moins cher et ça n'a pas suffi. Gosport aussi a eu des difficultés. Mais en effet, c'est clair, le marché n'est plus porteur comme dans les années 80-90 où les Camaïeu, Pimki, Promode ont connu des très belles années. Aujourd'hui, il faut être meilleur que les autres. Elle faisait partie de notre quotidien et habille désormais nos souvenirs. Camaïeu, Koukaï, San Marina, Jennifer, le prêt-à-porter français traverse une crise sans précédent. Le vêtement, jadis symbole de vitalité économique et de lien social, semble devenu l'ombre de lui-même, plongeant des milliers de salariés dans une situation délicate. C'est très difficile. On est vraiment tous sous choc. D'ailleurs, j'ai appelé un psychologue du travail pour nous soutenir parce que c'est très difficile. Géraldine Ludivine, bonjour. Et bonjour à vous, Gilles Daminviel. Vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'IFM, l'Institut français de la mode, où d'ailleurs vous enseignez. On vient de le voir depuis quelques années, c'est la Bérésina dans le secteur des enseignes d'habillement. Qu'est-ce qui se passe? Que nous apprend cette crise? Alors c'est vraiment la conjonction de plusieurs phénomènes. On a eu bien sûr des éléments aggravants. On a connu le Covid, la fermeture obligatoire des magasins, l'inflation qui a conduit les consommateurs à faire des choix, malheureusement souvent au détriment des achats de vêtements. Mais plus fondamentalement, il y a quelque chose qui s'est brisé, je dirais, depuis le tournant des années 2015, avec l'arrivée de nouveaux acteurs très agressifs qui ont pris énormément de parts de marché aux enseignes historiques françaises, les comme Camaïeu. Les consommateurs ont changé. Et fondamentalement, vous avez raison, les habitudes de consommation ont véritablement changé. Alors, on va revenir sur ces marques, sur ces enseignes, sur leur histoire, sur leur vie, leur mort, des enseignes que l'on croyait éternelles. Ludivine, vous allez revenir notamment sur une marque emblématique. Oui, on va parler du grand méchant Look. Ah. Vous, Géraldine, vous allez nous parler de ce temps où les usines d'habillement étaient au cœur des préoccupations des élus. Oui, où les politiques venaient inaugurer des usines de confection textile. Alors, c'est l'inattendu et bien sûr, comme chaque semaine, vous êtes les bienvenus. Camaïeu, Koukaï, San Marina, n'en jetez plus, le prêt-à-porter français vacille. De nombreuses marques sont prises en étau entre la crise économique et le changement des habitudes des consommateurs, on en parlait, ainsi que la surproduction. Écoutez les explications de Jérémy Gapin. 1998, H&M, le géant suédois du prêt-à-porter, débarque en France. Sa stratégie, allier mode et petit prix, et grande nouveauté, renouveler les collections très souvent. Brutal, trop brutal pour certaines marques françaises qui n'arrivent pas à suivre. Aujourd'hui, Koukaï perd de l'argent. Impossible pour lui de barrer la route à la concurrence étrangère. Dans les années 2000, la crise continue car la vente en ligne fait son apparition. Et pour ceux qui n'ont pas anticipé le virage du e-commerce, la sentence est fatale. Le groupe Happy Chic va fermer près de 90 boutiques. Ce sont surtout les marques Brice et Jules qui sont concernées. 466 postes sont menacés. En 2020, c'est le confinement qui fait mal. Et certaines boutiques n'arrivent pas à s'en remettre. Depuis plusieurs mois, nombreux sont les rideaux d'enseignes à se baisser dans les centres-villes de France. Et 13 000 emplois seraient même menacés selon la profession. Autre facteur de ce déclin, l'inflation, la seconde main et surtout l'arrivée de l'ultra fast fashion. Exemple avec le géant chinois Shein, qui explose en France à la fin des années 2010. Sa stratégie, 7200 nouvelles références par jour au prix cassé, uniquement sur Internet et à destination des jeunes. Un t-shirt à 5 € alors que là, ça va être à 20 € quoi. Quand on est étudiant, autant aller moins cher. Depuis 2013, 37 000 postes dans le secteur de la vente de l'habillement et de la chaussure ont disparu, selon l'Alliance du commerce. Gilles Daminviel, on ne va pas se mentir, ça fait 30 ans que le prêt-à-porter français est en crise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de H&M et de Zara français? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Alors c'est une très bonne question. En effet, il n'y a pas de H&M et Zara français. On a Decathlon, donc, qui est une enseigne, par exemple, extrêmement internationale. Mais je ne vais pas passer mon temps en survêt, donc il faut peut-être acheter des fringues normales. Il y a des fringues normales, comme vous dites, chez Decathlon. Donc, et c'est un des plus grands distributeurs, mais on pourra en citer d'autres. Et culturellement, je dirais que, même si ça peut sembler bizarre de dire ça, mais la France est aussi le pays de l'hypermarché. Donc il faut se rappeler les premiers hypermarchés
en 1963, Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc, on a cette culture de l'hypermarché qui a réussi à s'implanter dans de nombreux pays voisins, en Europe par exemple. Alors, on parle beaucoup dans l'actualité de Jennifer, dont la situation est délicate en ce moment. C'est le dernier d'une longue liste. Est-ce qu'il y a d'autres enseignes, d'autres marques qui sont en danger? Est-ce qu'il y a d'autres crises à redouter? Alors, je ne vais pas citer des marques en danger, mais je pense que votre question, c'est est-ce que cette correction du marché, elle est en cours? Et malheureusement, voilà, je dirais que la correction du marché est probablement en cours et il est possible qu'il y ait des difficultés à venir. Il y a une offre, et le reportage l'a bien montré, qui a changé de nature. On a une offre excessive aujourd'hui en France, avec à la fois des nouveaux magasins qui sont arrivés. Vous avez montré fort justement l'exemple de H&M. En 90, avant H&M, c'était même encore plus marquant à mon avis, l'arrivée de Zara. Il y a eu l'arrivée de Primark en 2013, le e-commerce avec Amazon. Aujourd'hui, on parle de l'ultra fast fashion avec Shein, Temu. Vous parlez d'offres pléthoriques, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour tout le monde? Exactement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et aujourd'hui, pour être performant, il faut être meilleur que les autres. Il faut être moins cher surtout, non? Pas seulement. Tati était moins cher et ça n'a pas suffi. Gosport aussi a eu des difficultés. Mais en effet, c'est clair, le marché n'est plus porteur comme dans les années 80-90 où les Camaïeux, Pimki, Promode ont connu des très belles années. Aujourd'hui, il faut être meilleur que les autres. Alors justement, dans ce marasme économique, un rayon de soleil quand même, quelques enseignes françaises arrivent à tirer leur épingle du jeu. Regardez. Créée à la fin des années 70, la marque attire toujours plus de clients dans un contexte textile difficile, plus 6% en 2024. Pull à 5 € ou t-shirt à 4 €. Des vêtements à prix mini fabriqués à l'étranger et des coûts d'exploitation réduits. Avec des magasins loin des centres-villes pour des loyers moins élevés et une production en gros volume. Voilà, Kiabi, puisqu'on parle d'eux, devrait ouvrir 20 magasins d'ici 2027. Ça veut dire quoi? Ils ont trouvé la recette pour lutter contre les géants de la fast fashion? En tout cas, ils sont performants. Mais c'est de la fast fashion, Kiabi, non? Alors pour moi, ce n'est pas tout à fait de la fast fashion, puisqu'il n'y a pas, si vous voulez, ce renouvellement du nombre de collections. C'est une enseigne moderne, avec des collections renouvelées, mais pas autant que Shein ou même Zara. Oui, mais avec les mêmes conditions de production, j'ai l'impression. Alors les conditions de production, ils achètent des vêtements dans des usines de façon très transparente en Asie. En France, on est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de Made in France. D'ailleurs, au passage, le Made in France représente 3% en France des volumes consommés. Donc, vous voyez, ça reste peu. En valeur, c'est plus. Mais Kiabi s'adresse, pour revenir à Kiabi, à l'homme, la femme, l'enfant. Et puis, vous avez spécifié dans le petit sujet que c'était en périphérie. Et ça, c'est important. Il y a aussi, c'est un peu périphérique de nos réflexions, mais c'est important, la crise du centre-ville. Le centre-ville, aujourd'hui, est un peu déserté. Dans certaines villes de moins de 100 000 habitants, les gens ne passent pas par la case centre-ville et vont directement faire leurs courses alimentaires dans les grandes surfaces. Et puis, les zones d'activité commerciale où se trouvent les Kiabi sont là, en proposant des vêtements accessibles, vous l'avez dit, pour les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est une enseigne, et c'est important, qui a bien négocié depuis 2000 le virage du e-commerce. Alors, un moment important, ça vient de se passer. Le Sénat vient d'adopter une proposition de loi qui vise à encadrer uniquement l'ultra fast fashion. Donc, on est d'accord, Kiabi, c'est fast fashion, et là, on est sur l'ultra fast fashion, c'est-à-dire des enseignes comme le chinois Shein. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie finalement à faire cette distinction? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Kiabi et Shein? Oui. Shein, c'est 8000 références quotidiennes, donc c'est énorme. Hein, ce n'est pas du tout le même rythme que Kiabi. Shein, ce sont des conditions sociales de production détestables dans des ateliers, des petits ateliers en Chine, dans le pays, où les hommes et les femmes travaillent jusqu'à 18 heures par jour. C'est-à-dire que la fabrication des vêtements Kiabi, ça n'a rien à voir. Tout va bien. Kiabi fait des audits, sait exactement dans quelle usine sont fabriqués les vêtements. Ils peuvent aller les visiter. On peut leur poser la question, d'ailleurs, si on le souhaite, où sont fabriqués les vêtements. Il y a une certaine transparence, si vous voulez. Ça, c'est très important, traçabilité, transparence. Mais Shein, c'est très peu d'emplois en France. Il n'y a pas de magasin. Voyez, est-ce que les colis qui arrivent respectent les conditions sanitaires? Ce n'est pas certain. Très peu de colis sont
contrôlés en fait par les douanes, parce qu'il y en a un nombre tellement astronomique que c'est compliqué. Donc vous voyez, on n'est pas sur la même échelle. C'est un peu du protectionnisme quand même qui est organisé à travers cette loi. Et est-ce que ces contraintes imposées à l'ultra fast fashion, qui se traduiront par une augmentation des prix, vont suffire, vont profiter au prêt-à-porter français ? Alors, protectionnisme, certes, ce n'est pas un gros mot de mon point de vue. Il faut aussi être réaliste. Il faut protéger les emplois. Hein. C'est de ça dont il s'agit. Et je pense que cette loi participe à une certaine prise de conscience. Hein. Les messages sont forts et c'est important. Et je crois qu'il faut faire preuve d'éducation. Je pense qu'il faut expliquer aux consommateurs, et aux jeunes consommateurs particulièrement, que lorsqu'on achète un t-shirt à 5 € et qu'on le porte 3 fois, c'est un mauvais calcul. Il vaut mieux investir, entre guillemets, un peu plus d'argent pour des vêtements durables. Pendant des années. Alors avant le déclin, certaines marques ont pourtant connu l'opulence. Mais c'était comment avant déjà ? Et vous connaissez certainement cette marque, un Naf-Naf, qui est en crise. Aujourd'hui, l'enseigne est une nouvelle fois placée en redressement judiciaire. Hein. Près de 600 emplois sont menacés, c'est pas rien. Elle est loin, Ludivine, l'époque glorieuse du fameux grand méchant look. Et oui, souvenez-vous, hein, c'était l'époque... Les années 80, ouais. Les années 80-90, l'époque des Walkman, des couleurs vives, des posters dans les shops d'ados, hein, on l'a dit. Années 80-90. Ma génération, hein, clairement. Alors, à cette époque-là, Naf-Naf nous promettait, vous l'avez dit, Nathanaël, le grand méchant look. Je veux bien être ton petit cochon si t'as le grand méchant look. Je veux bien t'ouvrir ma maison, tire ma bobinette, c'est cool. Le grand méchant look. Le cochon, vous l'avez vu, hein, c'est la mascotte de la marque à l'époque. Alors, si vous ne le savez pas, c'est un hommage au plus courageux des 3 petits cochons de Disney, Naf-Naf, voilà. L'idée, elle vient de 2 frères, les frères Pariante, Patrick et Gérard, vous les voyez juste ici, 2 autodidactes du commerce qui ont commencé sur les marchés. Ils se lancent dans le textile en 1973, hein, dans le quartier du Sentier à Paris. C'est la pépinière à l'époque des marques françaises de prêt-à-porter. Conception, production, distribution, les frères Pariante veulent tout maîtriser. Alors 1981, c'est le début du succès grâce à cette combinaison que vous avez sûrement portée, Géraldine, floquée du nom de la marque. Elle s'écoule à l'époque à 3 millions d'exemplaires. Naf-Naf entre alors dans la cour des grands. La plus belle mode pour moi, c'est la mode de la rue. Hein, parce que je crois que ce qu'on voit, c'est comment on voit les filles habillées, comment on les voit aux sorties de lycée. Mais j'ai vu des grands-mères habillées en Naf-Naf et pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Parce que je suis arrivé à un stade aujourd'hui, chapeau. Et le secret de Naf-Naf, c'est la mode à petit prix, hein, de quoi clairement convaincre les 16-25 ans, la cible principale de la marque. En 1986, Naf-Naf ouvre sa première boutique à Paris. Dans le même temps, elle se déploie à l'international. Le grand méchant look s'affiche partout, sur les fournitures scolaires, vous le voyez juste ici, dans les magazines aussi, mais évidemment, à la télévision, voilà, des défilés sont organisés, des défilés Naf-Naf, la success story à la française des frères Pariante fascine. Votre devise, quand on veut, on peut. Voilà, c'est vrai. Quelle est la clé du succès? La clé du succès, beaucoup de travail, un peu de chance et beaucoup de continuité dans le travail surtout. Vous m'avez dit que la gestion était si importante. Ouais, c'est important parce qu'on ne peut pas réussir sans gestion aujourd'hui. Et Naf-Naf, c'est pas simplement la France, Naf-Naf, c'est aussi le monde. On est présent un peu dans tous les continents. Tout à fait. On vend aujourd'hui notre nom un peu partout, des licences, c'est quelque chose. C'est la petite bête qui monte, qui monte. Ouais, c'est la petite bête qui est en train de monter. Très fort. Si fort que Naf-Naf entre en bourse en 1993. Hein, au début des années 90, la société compte 280 boutiques pour un chiffre d'affaires de 300 millions de francs, soit à peu près 74 millions d'euros. Dans la foulée, les frères Pariante rachètent Chevignon à ce moment-là. Mais à la fin des années 90, hein, on l'a dit, la concurrence s'intensifie. Naf-Naf doit jouer des coudes, hein, face à des géants internationaux, comme on l'a vu dans le récap, hein, H&M, Zara. Pour redynamiser ses ventes, Naf-Naf enlève ses couleurs flashy et opte pour la sobriété. Elle se sépare aussi du cochon. Autre enjeu pour Patrick Pariante, résister aux délocalisations.
Est-ce que pour survivre dans ce métier, il faut forcément faire fabriquer en Asie et plus en France parce que les coûts de revient sont trop forts? Pas du tout. Pas du tout. On vient justement depuis quelques temps recommencer donc une production française et pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, la production, je dirais le court terme, comme on l'appelle, a un potentiel de développement très important. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une politique de réapprovisionnement pour des produits à court terme. Bon, l'intention est là, mais difficile de résister face aux hausses des coûts de production. Début 2000, le marché du prêt-à-porter entre dans l'ère du e-commerce. Les frères Pariante maintiennent, ils y arrivent, maintiennent le navire à flot jusqu'en 2006. Année de vente de Naf Naf au groupe français Vivarte, spécialisé dans la distribution de prêt-à-porter. La marque culte des années 80 résiste, elle se renouvelle encore et encore jusqu'à sa cession à un groupe chinois en 2018. Suivront d'autres rachats et aussi des redressements judiciaires. Le dernier en date justement d'il y a quelques semaines. Près de 600 emplois sont menacés. Est-ce qu'il y a encore un espoir de sauver Naf Naf ? Alors, le reportage est super intéressant parce qu'on voit bien l'évolution. On voit bien l'évolution à une ère où il n'y avait pas, figurez-vous qu'il n'y avait pas encore Zara, il n'y avait pas encore H&M. C'était le temps béni du sentier, avec cette idée du circuit court qui est une bonne idée, s'approvisionner presque en flux tendu avec le sentier. Le sentier, malheureusement, n'a pas résisté à la mondialisation. Monsieur Durand, le journaliste, pose une bonne question. Est-ce qu'on peut faire de la mode en ne s'approvisionnant pas qu'en Asie? Il n'y a pas que l'Asie, il y a le Portugal, le Made in France est très cher, mais il y a la périphérie de la Méditerranée, il y a la Tunisie, le Maroc. Mais on avait de l'or dans les mains, on le voit là, vous parliez du sentier justement. Le marché a été complètement bouleversé et ça a été difficile de résister. Et je crois que fondamentalement, ces marques de mode historiques des années 80, elles s'adressent à une population bien spécifique, n'est-ce pas? Et au bout d'un certain temps, il faut renouveler son attractivité parce que par définition, les femmes entre 18 et 35 ans, elles vieillissent et donc on s'adresse à une nouvelle catégorie et il faut sans arrêt se renouveler. Et c'est ça, je pense, qui est difficile. Il faut conserver cette image. On l'a vu, l'idée des trois petits cochons avec le cochon Naf Naf. Alors je crois que c'était le surnom d'un des deux frères, si je me trompe. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc, et en fait, c'est vrai que c'est compliqué en fait de perdurer. Je crois que dans un secteur où il y a sans arrêt des renouvellements, c'est difficile de durer. L'habillement, enjeu économique, on vient de le voir, mais aussi enjeu politique. Et le textile a d'ailleurs longtemps été même un enjeu électoral. Et avec vous, Géraldine, on va remonter le temps et on va bomber le torse. On va bomber le torse tous ensemble. Notre fierté, cette réussite française. Exactement. Donc pour ça. Bonbon. Et d'ailleurs, on a fait presque un bleu, blanc, rouge. Et ouais, c'est pas fait exprès. Pas fait exprès. Ici, voilà, pour un. Voilà. Bon, je pense qu'il va aimer ça. Alors pour ça, direction tous ensemble les années 60 et plus précisément 1966, en Gironde, dans la ville de Mérignac. En juin de cette année-là, la télévision se déplace pour filmer l'inauguration de l'usine de ceux que l'on appelle alors les Thierry. C'est une usine qui confectionne les costumes de la marque Armand Thierry, une marque qui existe toujours. Et pour cette inauguration, il y a du beau monde. Le président Chaban-Delmas a inauguré, en compagnie de M. Robert Brett, député maire de Mérignac, l'une des plus importantes usines de confection de France. Alors, ce n'est pas le président de la République, mais bien le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas. On le voit d'ailleurs plaisanter là avec une couturière. Il est président de l'Assemblée nationale, certes, mais il est surtout un garçon du terroir, de la Gironde. Et cette réussite, eh bien, il faut la partager. Donc, on invite tout le monde à cette inauguration. Le journaliste, on le voit, fait même un travelling dans l'usine pour montrer à quel point c'est immense, pour montrer sa grandeur. Et ça s'accompagne évidemment d'un commentaire élogieux. Cette usine bordelaise, devant faire face à une augmentation de sa production, a décidé d'effectuer une décentralisation à sa mesure. Cette usine expédie en effet chaque jour près de 800 costumes d'hommes vers ses 23 magasins répartis à travers la France. L'usine de Mérignac emploie 850 personnes, dont 680 femmes. Pour loger ses employés, la municipalité de Mérignac disposera prochainement de 2000 logements.
Donc on l'entend, hein, une augmentation de production, 850 personnes embauchées, dont une majorité de femmes, qui accompagnent donc ce changement de société aussi. C'est donc tout un territoire qui profite de cette industrie et les politiques s'en félicitent. Et pour pérenniser ce secteur, tout s'organise autour de cette usine de confection. D'autre part, un centre de formation professionnelle accéléré permettra à cette usine de trouver sur place le personnel qualifié. Cette réalisation, devait déclarer le maire de Bordeaux, rejoint nos idées en matière d'expansion. Des idées d'expansion en 1966, car c'est l'âge d'or de l'industrie textile en France, près d'1 million d'emplois à travers le pays. Et quand une usine ouvre, des ministres, des élus, des préfets se rendent souvent sur place accompagnés donc par les caméras de télévision. Pourtant, on l'a vu dans la vente, mais c'est pareil dans le secteur de l'industrie, quelques décennies plus tard, c'est la Bérésina pour cette industrie textile en France. Elle va connaître un effondrement brutal, en cause la mondialisation, c'est les délocalisations et des politiques qui se désintéressent un petit peu de cette industrie au profit des secteurs de services ou des industries à forte dose de technologie. Comme une fatalité, ces usines ferment les unes après les autres et celle de Mérignac qu'on a vue en 1966 n'échappe pas à la règle en mars 1982. Thierry Sivem, c'est fini. Le dernier espoir de sauver l'entreprise s'est envolé aujourd'hui avec l'annonce des licenciements de l'ensemble des personnels de la société. Près d'1 million d'emplois dans la conception dans les années 60, on l'a dit au début de la chronique. C'est aujourd'hui un peu moins de 100 000 personnes, ce que vous me disiez dans la confection. Selon les professionnels du secteur, il y a tout de même un petit regain qui s'est fait sentir depuis le Covid, avec la nécessité, par exemple, de fabriquer des masques, d'être autosuffisant en fabrication de masques. À la sortie de la pandémie, le gouvernement a mis en place les plans France Relance pour l'industrie en général. Des usines textiles ont bénéficié de ce plan-là et ont rouvert leurs portes. On a beaucoup cherché avec Étienne, notre documentaliste. Aucun homme politique pour les récentes inaugurations. On les retrouve, ces hommes politiques, pour les inaugurations, par exemple, d'usines de batteries. Gilda Mainvielle, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le textile, c'est absolument pas la priorité dans la relocalisation industrielle en France des politiques aujourd'hui? Il y a eu des choix politiques. Je pense quand même à Arnaud Montebourg, qui a quand même posé avec une célèbre marinière. Donc je pense que lui était un... Mais depuis lui, où c'était beaucoup de com', là... Mais bon, c'était intéressant de voir un homme politique en marinière. Je trouve que ce message ne nous a pas déplu. Mais votre reportage montre que c'était effectivement l'époque où les marques avaient intégré leur outil de production. Donc Armand-Thierry avait ses propres usines, Cacharel avait ses propres usines dans le sud, la même chose pour Lee Cooper, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où les marques n'ont plus leur outil de production. Donc il y a une sorte de dématérialisation qui s'est opérée. Et donc, vous avez rappelé les chiffres intéressants. On était, fin des années 70, 700 000 personnes à peu près travaillaient dans l'industrie du textile et de l'habillement. Aujourd'hui, on est à moins de 100 000 pour le textile et de l'habillement. Donc, il y a eu cette désindustrialisation qui s'est faite dans l'industrie. Oui. Et justement, aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui essayent de relocaliser, mais qui se trouvent confrontées à un manque de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que ce n'est pas là aussi que commence la relocalisation en France avec justement des cours, des écoles pour couturiers, couturières, surpiqueuses, surpiqueurs, ce genre de choses? Des métiers qui sont oubliés aujourd'hui. On a à peu près 50-60 000 personnes qui travaillent dans la confection de vêtements, mais la quasi-totalité, ce sont des usines qui travaillent pour les marques de luxe ou premium. Donc là, dans votre reportage, on voyait Armand-Thierry. D'ailleurs, c'est une marque qui existe toujours aujourd'hui et qui se porte plutôt bien, apparemment, puisqu'on n'en parle pas, tant mieux pour eux, milieu de gamme. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où ce sont plutôt les emplois de la distribution qui sont les plus importants. 200 000 personnes travaillent aujourd'hui, donc vous voyez que c'est beaucoup plus que dans l'industrie, dans la distribution. Et le problème du savoir-faire est très juste. Il faut convaincre les jeunes générations de travailler en usine, et ça, c'est pas facile. Alors, Gilda Mainvielle, dernière archive de cet inattendu, et c'est vous qui l'avez choisi. Vous souhaitiez revenir sur un drame, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, un immeuble vétuste qui abritait plusieurs ateliers de confection. C'était le 24 avril 2013. 1138 ouvriers et ouvrières du textile ont été tués et vous souhaitez souligner la responsabilité sociale. On regarde l'extrait. Les 5 ateliers écrasés ce matin par l'effondrement de l'immeuble employaient 2000 personnes, à 95% des femmes. Leurs commanditaires, des marques européennes, Mango ou Benetton notamment.
Ma sœur est partie travailler ce matin à son atelier. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Voilà, responsabilité sociale, mais laquelle? Celle des entreprises qui font travailler ces ouvriers ou des consommateurs qui achètent les produits fabriqués par ces ouvriers? Un peu des deux, mais quand on voit ces images, on a envie de dire plus jamais ça. Et ça a été, je pense, un tournant à la fois pour les consommateurs, même si l'écologie et la responsabilité sociétale ne sont pas des concepts nouveaux, mais ça a été un tournant à mon avis, et c'est un tournant aussi pour les distributeurs, les acteurs, puisqu'on a retrouvé des étiquettes de distributeurs célèbres qui étaient enfouies dans les décombres. Donc je veux souligner aussi les efforts qui sont faits par les distributeurs pour trouver un chemin vertueux vers une mode plus responsable. Mais c'est vrai que le côté pressant des consommateurs est important et souvent les consommateurs dictent un peu la conduite des entreprises et ils ont un rôle très précieux. Ils veulent parfois des tout petits prix, on leur en veut un petit peu pour ça, mais ils sont aussi dans un rôle salutaire lorsqu'ils demandent plus de valeur, plus d'éco-responsabilité dans la mode. Et je crois que les choses ont quand même changé. Il faut faire preuve de pédagogie, leur expliquer qu'il faut regarder les produits qu'ils consomment. On se rappelle du slogan « Nos emplettes sont nos emplois ». Ça fait un peu ringard aujourd'hui, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, ils ont ce rôle-là, les consommateurs. Et les entreprises, bien sûr, ont un rôle très important aussi. Merci Gilles Damainvielle d'être passé par le plateau d'Inattendu. Merci Géraldine, merci Ludivine. Merci. Et merci à vous qui nous suivez désormais sur le canal 16. On se retrouve très vite.